Un grand V à toutes les futures motardes et à tous les futurs motards. Et je pense que je n'ai oublié personne, c'est bon. Je vous souhaite la bienvenue dans ce troisième épisode de la chaîne ETM Podcast. Nous poursuivons notre chapitre concernant le conducteur avec un deuxième volet qui est aussi, voire plus conséquent que le premier. Alors c'est bien connu, les motards ont proportionnellement un nombre plus élevé d'accidents que tous les autres usagers de la route. Les motards représentent moins de 2% du trafic mais près de 20% des tués. Ça fait beaucoup et c'est vraiment moche. Le comportement routier diffère d'un motard à l'autre et chaque comportement amène une perception subjective de la conduite et du risque. Sachez que selon certaines études, il y a 5 profils types de motards répartis dans deux grandes catégories, les prudents et on va dire les moins prudents. Dans la catégorie des prudents, nous retrouvons 3 sous-catégories. Tout d'abord, nous avons les modérés. Alors ce sont les conducteurs qui roulent souvent en moto type custom et voient le deux roues comme un loisir, sortant leur machine principalement les week-ends ou durant les vacances. Ça n'a rien de méchant, mais ce sont en fait les motards pépères. Ensuite nous avons les stressés, ce sont les conducteurs qui roulent souvent en scooter et qui ont une très forte conscience du danger, ce qui amène un sentiment d'insécurité et d'inconfort permanent. Et enfin, pour cette catégorie, nous avons les sereins, donc là c'est du béton, on est vraiment sur les motards qui roulent beaucoup, qui prennent beaucoup de plaisir, qui ont une bonne expérience de la route et qui respectent les réglementations. Et puis dans la catégorie des moins prudents, on va dire des conduites à risque, il y a deux sous-catégories. Et dans un premier temps, nous retrouvons évidemment les sportifs. Donc là, ce sont les compétiteurs, les intrépides de la route, ils conduisent, ou plutôt pilotent, des grosses cylindrées japonaises la plupart du temps, et sont souvent à la recherche de sensations fortes à travers la vitesse et une prise de risque maximale. Donc ils ne sont pas trop discrets sur la route. D'ailleurs, lorsque vous discutez avec une personne extérieure à l'univers moto, l'image du motard qui revient la plus souvent est soit celle du biker type Harleyiste, ou soit celle du sportif du numéro 46 des petites départementales. Malheureusement, à cause des nombreux risques encourus sur la route et des infractions commises, donc la plupart du temps ce sont des excès de vitesse, les sportifs peuvent renvoyer une image péjorative de la communauté motarde. Et enfin, dans un second temps, dans la catégorie des conduites à risque, nous retrouvons aussi les transgressifs. Ils roulent avec des petites cylindrées ou alors avec des scooters assez puissants, et pour eux, le deux roues est avant tout un moyen de transport synonyme de gain de temps. Et par gain de temps, j'entends bien sûr manque d'équipement, sens interdit, oubli des clignotants, arrêt au stop et aux priorités non marquées, circulation sur les trottoirs et les voies réservées, remontée de fil, etc., etc. Sauf que pour le coup, eux n'ont bien souvent aucun lien avec la communauté motarde et renvoient simplement une image péjorative du Yamaha T-Max. Voilà. Alors petit récapitulatif très rapide, dans la catégorie des conduites prudentes, nous avons les modérés, les stressés et les sereins. Puis dans la catégorie des conduites à risque, nous avons les sportifs et les transgressifs. Évidemment, ce sont les deux derniers profils qui sont plus dangereux sur la route et qui commettent le plus d'infractions. Sachez que la conduite est avant tout une question de choix. Tout le monde peut décider de plus ou moins correspondre à tel ou tel profil de motard, et le conducteur choisit ou non de prendre en compte tel ou tel facteur. Incontestablement, ces choix peuvent avoir des conséquences désirées ou indésirées. Par exemple, est-ce que je vais conduire en combi ou en t-shirt? En casque intégral ou en casque de midget? Est-ce que je vais passer ou m'arrêter au feu orange? Est-ce que je vais respecter les limitations ou je vais bourriner la poignée? Est-ce que je vais marquer le stop ou l'esquiver? Bon voilà, je pense que vous avez compris le topo. Et donc en plus de tous les dangers déjà présents sur la route, ça serait un peu stupide d'en rajouter, non? Vous ne pensez pas? Ce qui nous conduit au sujet de notre épisode, les distractions au guidon puis la consommation d'alcool et de drogue. Bonne route et bonne écoute. Alors, on ne change pas une équipe qui gagne, encore un épisode en deux parties. Dans une première partie, on va s'intéresser à diverses distractions qui pourraient potentiellement nous dévier de notre concentration et de notre conduite respectueuse, prudente et talentueuse. Et dans une seconde partie, il faudra lâcher votre paille et votre bibine parce qu'on va parler de l'alcool et des drogues. C'est parti, on attaque tout de suite. Et on commence d'emblée avec une réglementation plutôt récente et importante à retenir. Les oreillettes, strictement interdites en voiture comme sur deux roues, peuvent vous offrir une amende de 135 € et surtout un retrait de 3 points. Voilà, c'est dit. Mais attention, on parle bien d'oreillettes, donc de ces petits trucs directement portés à l'oreille. Les dispositifs directement intégrés au casque, type intercom ou kit main libre, sont autorisés. Simplement, ils doivent être non filaires et ils doivent pouvoir se piloter vocalement. Après, qu'on se le dise, intercom ou kit main libre ne gomme pas tous les risques et ça reste une distraction. Car forcément, quand vous allez discuter ou écouter, vous serez isolé de l'environnement dans lequel vous circulez et votre état sera propice à fauter bêtement. Votre cerveau va enregistrer moins d'informations, votre exploration visuelle sera moins efficace, votre trajectoire moins précise et votre temps de réaction pourra augmenter de manière significative. Autre équipement, mais problème similaire, il y a aussi les écrans de bord, que
Que vous ayez installé un GPS ou votre téléphone portable au niveau du guidon, ces écrans peuvent prendre votre concentration en otage. Même si vous ne les fixez pas du regard mais vous y jetez un œil par intermittence, eh bien le risque est toujours présent. Il suffit qu'une information pop sur un écran pour délocaliser votre attention. Et ça sera parfois une seconde ou une demi-seconde de trop. De plus, sachez qu'il faut un certain temps pour se familiariser avec une nouvelle moto, donc n'hésitez pas à prendre du temps à l'arrêt avant le départ pour repérer les commandes, tester les manettes et adapter la posture. Une nouvelle moto peut être une grande source de distraction et encore une fois, une seconde ou une demi-seconde d'inattention en trop. Tiens d'ailleurs, ça me fait penser, petit rappel, comment calcule-t-on la distance parcourue en une seconde? Eh bien, il faut tout simplement multiplier par 3 le chiffre des dizaines de la vitesse. Exemple, à 50 km/h, je vais parcourir 15 mètres en une seconde parce que j'ai fait 5 fois 3. À 90 km/h, je vais parcourir 27 mètres en une seconde parce que j'ai fait 9 fois 3. Et à 130 km/h, je vais parcourir 39 mètres en une seconde parce que j'ai fait 13 fois 3. Et puisque nous sommes dans les chiffres, comment calcule-t-on la distance d'arrêt? Alors c'est le temps de réaction additionné à la distance de freinage. Mais pour trouver facilement la distance d'arrêt, il faut multiplier le chiffre des dizaines par lui-même. Exemple, à 50 km/h, il faut 25 mètres pour s'arrêter, puisque j'ai fait 5 fois 5. À 90 km/h, il faut 81 mètres pour s'arrêter, puisque j'ai fait 9 fois 9. Et à 130 km/h, il faut 169 mètres pour s'arrêter, parce que j'ai fait 13 fois 13. Donc là, ce sont vraiment les calculs types. Évidemment, après, il y a du cas par cas, et les distances d'arrêt peuvent fluctuer en fonction de l'état du conducteur, de la chaussée et des performances du véhicule. Ce qui m'amène au deuxième point de distraction, entraînant facilement un excès de confiance dans sa conduite et sa machine, et c'est le beau temps. Je tiens à faire un petit point là-dessus. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, avec 61%, la plupart des accidents mortels ont lieu hors agglomération. Puis viennent les accidents mortels en agglomération avec 31%. Et enfin, avec seulement 8% viennent les accidents mortels sur autoroute. Et oui, le pourcentage le plus faible d'accidents mortels est sur autoroute. Comment est-ce possible, me direz-vous? Eh bien, soleil, jubilation et route de campagne combinée peuvent constituer un mariage à trois plutôt foireux et radicalement changer le comportement d'un motard. Sûr de lui, au lieu de respecter limitations, signalisation et trajectoire de sécurité, le motard sera plus facilement distrait par une petite route dégagée et ensoleillée. Mais les maladresses peuvent s'accumuler, notamment la fameuse priorité oubliée ou le virage manqué. Sachez que 90% des tués le sont par beau temps et que 30% des tués le sont seuls. Ensuite, qui dit balade à moto dit parfois balade à plusieurs, et malheureusement les autres peuvent vous distraire et avoir une mauvaise influence sur votre conduite. Avant toute chose, je préfère le rappeler, il est interdit de rouler de front à moto, donc côte à côte, il faut se placer tout le temps en quinconce ou en damier si vous préférez. Pourquoi? Tout simplement pour éviter d'engendrer un accident et ou un suraccident. Même si vous roulez qu'entre motards, il faut toujours respecter la fameuse distance de sécurité des 2 secondes, et rouler en quinconce vous permet d'avoir une meilleure visibilité et une meilleure trajectoire dans les virages. Bon, bien sûr, il y a des exceptions. Si vous êtes sur une route extrêmement étroite, vous n'allez pas demander à votre collègue de rouler dans le fossé pour respecter ce principe de quinconce, c'est du bon sens. Et outre le placement à prendre en compte, la conduite à plusieurs génère plus de stress, puisque vous êtes entouré d'autres motards aussi vulnérables que vous, et donc ce stress peut générer plus de fatigue, car vous devez être très vigilant à votre conduite, à leur conduite, à votre placement, à leur placement, etc. etc. Et puis parfois, bon, on va dire qu'il y a des élèves un peu turbulents dans les rangs. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est en général le motard en fin de file qui aura tendance à rouler plus vite et à prendre plus de risques. Et donc ces mauvais élèves peuvent implicitement vous inciter à en faire de même. Forcément, ne les suivez pas, ce n'est pas une bonne idée. Si vous roulez seul ou si vous roulez à plusieurs, sachez que les lois sont les mêmes. Elles vont pas changer. Donc les contresens, les franchissements de ligne continue, les burns, les wheelings, etc., tout ça c'est interdit. D'ailleurs, le wheeling est passible d'une amende de 15 000 € et d'1 an de prison. Ben oui. C'est une manœuvre très dangereuse car vous ne maîtrisez plus la trajectoire de votre moto. Enfin, un dernier point sur lequel je voulais revenir concernant les distractions, ce sont les lieux fortement fréquentés. Les dangers seront différents des petites routes de campagne dégagées, mais ils sont quand même très présents. Donc faites attention en approchant des lieux festifs, type fêtes foraines, concerts, festivals, etc. Des lieux touristiques, notamment les monuments qui sont visuellement impressionnants, ou encore des marchés à ciel ouvert ou des grandes places qui engendrent beaucoup de mouvements. Généralement, à l'approche de ces zones, redoublez de vigilance, augmentez vos distances de sécurité et réduisez votre allure. Pourquoi? Parce que certains de vos sens, comme la vue, l'ouïe et l'odorat, peuvent être interpellés par des éléments extérieurs à la conduite. Et puis, ces zones génèrent beaucoup de passages dans des espaces parfois très réduits. On a tous déjà vu un touriste en retard pour la visite guidée qui a traversé la voie en courant et sans regarder. Ou encore le jojo de la photo en plein milieu de la chaussée avec son appareil compact à 20 000 pixels. Donc voilà pour les distractions importantes à souligner. Maintenant, on entame notre deuxième partie sur l'alcool et les drogues.
Et on attaque directement avec un high kick niveau chiffre. 19% des accidents mortels sont liés à l'alcool et 20% des accidents mortels sont liés aux stupéfiants. Comme vous le savez probablement, l'alcool a de très nombreuses et de très néfastes répercussions sur le cerveau et sur le système nerveux, et ce dès le premier verre. La liste est longue, la voici. Alors il y aura une sensibilité à l'éblouissement, mais une diminution de la sensibilité à la lumière rouge, une réduction du champ de vision, une fixité du regard, une diminution des facultés de choix et de raisonnement, une altération du comportement et des émotions, des gestes imprécis, des pertes d'équilibre, un allongement du temps de réaction et une mauvaise évaluation des distances et des vitesses. Ça fait beaucoup. Évidemment, ces risques augmentent en fonction de votre consommation. Et chaque verre en norme débit de boisson contient la même dose d'alcool. C'est-à-dire qu'une bière à 5 degrés en 25 centilitres aura la même dose que 2 centilitres de whisky, que 12,5 centilitres de vin, etc., etc., j'en passe. Mais attention, car un seul verre vous apporte 10 grammes d'alcool pur et donc augmente votre alcoolémie à 0,20 voire 0,30 grammes par litre de sang selon les personnes. Ce qui m'amène bien sûr aux restrictions et aux contraventions. Et petit point, il ne faut pas mélanger grammes par litre de sang et milligrammes par litre d'air expiré. Le second est tout simplement le premier divisé par 2. Alors, pour les permis probatoires, vous êtes sanctionné dès 0,20 g par litre de sang, ce qui correspond à 0,10 mg par litre d'air expiré. Et pour les autres, c'est à partir de 0,50 g par litre de sang, ce qui correspond à 0,25 mg par litre d'air expiré. Avec ce premier palier, la sanction est un retrait de 6 points, une amende de 135 € et une possibilité de suspension de permis jusqu'à 3 ans. Mais attends, qu'est-ce que tu racontes? On n'a que 6 points sur son permis probatoire. Eh ouais, j'en picole. Donc les apprentis, si vous reprenez directement la route après un seul verre, vous pouvez gagner une annulation de permis. Ça coûte très cher. Maintenant, on monte d'un cran, deuxième palier. Alors, permis probatoire ou non, à partir de 0,80 g par litre de sang, ce qui correspond à 0,40 mg par litre d'air expiré, le tarif est le même pour tout le monde et ça devient un délit. Vous avez un retrait de 6 points, une amende pouvant aller jusqu'à 4 500 €, une immobilisation du véhicule, une suspension voire une annulation de permis et une peine de prison pouvant aller jusqu'à 2 ans. Voilà qui va calmer un peu les apéros. Et ce deuxième palier de sanctions pour l'alcool est le même après une consommation de stupéfiants. Mais ces sanctions peuvent être beaucoup plus lourdes si vous avez couplé alcool et drogue, parce que la facture passe à 9 000 € d'amende et potentiellement 3 ans d'emprisonnement. Évidemment, sachez qu'aucune technique légendaire de grand-mère comme manger du sel, manger un œuf, prendre de l'huile, etc. ne permet d'éliminer l'alcool rapidement. En 1 heure, l'alcoolémie baisse en moyenne de 0,15 g par litre de sang, ce qui n'est même pas l'équivalent d'un seul verre. Sachez également que refuser de se soumettre aux vérifications est un délit. Vous encourez un retrait de 6 points, une amende de 4 500 € et 2 ans d'emprisonnement. Donc même si vous savez que vous êtes en tort, assumez, ça vous coûtera parfois moins cher. Donc voilà pour l'alcool, bon je sais que ça fait beaucoup de chiffres, mais retenez-les parce que c'est très important, ils sont déjà tombés plusieurs fois à l'ETM. Maintenant pour les drogues. Sans grande surprise, la polyconsommation drogue-alcool accroît fortement les effets indésirables et les risques d'accidents mortels. Il faut savoir que, par exemple, le cocktail cannabis-alcool va multiplier à lui seul par 29 les risques de causer un accident mortel. Mais sinon, pour les drogues en général, et pour faire très court, c'est comme l'alcool, mais parfois en pire. Il y a des drogues qui vont agir très fortement sur votre cerveau et qui vont agir surtout différemment. Donc vous avez des drogues euphorisantes, énergisantes, comme la cocaïne, l'ecstasy, la MDMA. Vous avez des drogues sédatives, comme l'héroïne, la morphine, le fentanyl, ou encore des drogues hallucinogènes, comme les champignons, le LSD ou la mescaline. Bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus trop longtemps, hein. Je pense que vous savez pourquoi c'est très dangereux de rouler à moto après ce type de consommation. Par contre, deux petites choses en complément sur la drogue. Il faut savoir que contrairement à l'alcool, les drogues peuvent rester très très longtemps dans votre organisme. Par exemple, vous pouvez encore avoir des traces de cannabis dans vos urines 5 jours après consommation, voire beaucoup plus si vous êtes fumeur régulier. Et contrairement à ce que pensent certaines personnes, toutes les drogues sont détectables par prise de sang. De plus, certaines drogues génèrent des spécificités physiques bien particulières qui ne trahissent pas. Si vous vous présentez à un agent de police au guidon de votre moto avec des pupilles extrêmement dilatées, il va très vite capter ce que vous venez de prendre. Et pour conclure sur cette partie, pouvant être considérées comme des drogues, il y a évidemment la question des médicaments. Question plutôt épineuse puisqu'il y a encore de nombreuses zones d'ombre à ce sujet. Mais avec ou sans ordonnance, les médicaments peuvent avoir des effets néfastes comme la fatigue, les nausées, les troubles de la vision ou encore l'état euphorique. Même si vous êtes habitué à un traitement, les risques sont toujours présents, n'hésitez pas à bien lire la notice et à demander conseil à votre médecin. Et enfin, ça tombe sous le sens, mais les mélanges alcool-médicaments ou drogue-médicaments ou le mélange maxi best-of alcool-drogue-médicaments multiplie fortement les risques. Voilà pour ce deuxième épisode du chapitre concernant le conducteur. La prochaine fois, nous discuterons des facteurs psychologiques et physiques à prendre en compte.
faisant notamment un gros focus sur la fatigue. Merci pour votre écoute, à très bientôt.